Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. C.J. Louis d'Anval, 1845-1925. 80 ans. Une vie bien remplie. 1845-1925. C'est une époque bien lointaine pour nombre d'entre nous. Un homme qui naît avec Napoléon III, qui fait la guerre de 70, qui entend parler de celle de 14, qui meurt aux années folles. Cet homme-là fait partie de l'histoire. Rien de ce qui lui est arrivé ne pourrait se produire de nos jours. Voir. Écoutez bien ce dossier. Écoutez-le jusqu'au bout. Et vous verrez que, comme moi, vous ne pourrez pas vous empêcher de penser à quelqu'un. Quelqu'un d'actuel, quelqu'un de votre siècle, qui n'a pas encore achevé la même bataille que Louis d'Anval. Je ne prononcerai pas son nom, c'est une devinette. Il se passait en 1876, dans notre bonne petite bourgeoisie française, des choses qui se passent encore de nos jours, un siècle plus tard, sous des formes différentes bien sûr, mais l'esprit est le même. Chez Maître Laviolette, un beau nom pour un avocat, séance de conciliation entre les époux d'Anval, Louis, 26 ans, et Mathilde, 20 ans, mariés depuis un an seulement, se regardent en chien de faïence et en silence. Les parents sont là, les parents de la jeune femme, le père surtout. C'est lui qui parle. « Mon cher maître, il me faut des garanties pour ma fille. Vous parlez de conciliation, c'est bien joli, mais j'ai le droit de savoir où est passée la dot. » Mais votre gendre est propriétaire de cette pharmacie. Voyons, j'ai ici l'état qui le concerne. Un fonds de commerce à usage de pharmacie, sise au 27 rue de Maubeuge, valeur estimée au 1er janvier, 30 000 francs. La dot de ma fille était de 10 000. Alors je suppose qu'elle fait partie des murs. Sordide discussion d'argent. Comme la vie est décevante. Louis et Mathilde s'aimaient. Ils se sont mariés dans l'enthousiasme. Lui, jeune, séducteur, insouciant, elle, jolie oie blanche. S'ils sont là, aujourd'hui, tous les deux, silencieux et renfermés, devant Maître Laviolette, c'est que le problème est ailleurs. Il ne s'agit pas de savoir où est passée la dot. La pharmacie marche mal, c'est vrai, Louis est criblé de dettes, c'est vrai. Mais là n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est la gifle. Louis a giflé Mathilde. Alors, voyons, pourquoi l'a-t-il fait? Comme toutes les histoires de gifles, c'est une histoire stupide. Louis voulait emprunter de l'argent au père de Mathilde pour s'en sortir. C'était il y a moins d'un mois, et il a pris sa voix de velours. « Mathilde, si tu m'aimes, tu dois décider ton père à nous prêter cet argent. »« Mais j'ai déjà essayé, Louis, il ne veut pas. Il dit que tu es un panier percé. »« Mathilde, tu ne m'aimes pas. » « Mais si, je t'aime. Mais tu connais mon père. »« Oh, c'est un vieux radin. »« Ah, je t'interdis de parler comme ça. Mais je parle comme je veux. Tu es la fille d'un vieux radin. En tout cas, il a bien raison. Tiens, tu m'as épousé pour ma dot. »« Ta dot? Une misère, oui. Une misère? 10 000 francs, une misère? Ça ne t'a pas permis de t'installer, peut-être? Mais j'avais pas besoin de ça. Alors, tu n'avais pas besoin de moi non plus. Tiens, je te déteste. » Etc., etc. Si vous êtes marié ou amoureuse, vous savez comment ce genre de choses gonfle et s'amplifie, grimpe jusqu'à l'insulte, la rage et l'incompréhension totale. On se traite de punaise, de monstre, on s'affronte nez à nez, l'œil méchant et tout à coup, pan! La gifle. Elle a 2 semaines, cette gifle. En larmes, Mathilde a claqué la porte. Elle est retournée chez sa mère. Louis s'est mis à bouder dans sa pharmacie. Ah, si seulement les parents ne s'en étaient pas mêlés. Tout ce qu'ils ont retenu de l'affaire tourne autour d'un problème d'argent. Cette conciliation n'a plus aucun sens.
Mathilde regarde Louis, Louis regarde Mathilde, et tandis que le père et l'avocat examinent l'état de santé du commerce, discutent de savoir s'il faut divorcer pour vendre ou vendre pour divorcer, une autre conciliation s'entame à voix basse. Tu m'as abandonné. Tu m'as battu. Mais je voulais pas. J'étais enivré. Tu m'as fait mal. Tu m'as fait de la peine. Impossible de raconter le reste. Ce qui se passe dans les regards est intraduisible. Disons tout simplement que Louis et Mathilde, bien que mariés sous le signe de la séparation de biens, ont du mal à supporter la séparation de corps. Et elle dure depuis 2 semaines, je vous le rappelle. Au moment où le père déclare « Mon cher maître, il faut vendre. Ma fille a le droit d'exiger en espèces l'intégralité de sa dot, et je demande la séparation de fait. » Louis se lève, Mathilde se lève. « Pas question !» Amoureux comme au premier jour, ils disparaissent la main dans la main. Dette, dot, divorce, foutaise. La famille est indignée, tant pis. Le père ne donnera pas un sou pour vivre. Retant pis, ou tant mieux. Il faut vivre l'amour comme il se présente. L'ennui, c'est qu'il se présente mal. L'ennui, c'est que les parents et les bourgeois ont raison. Louis d'Anval n'est décidément pas fait pour être un pharmacien et un époux convenable. La seconde lune de miel passée, il fait de nouveau appel au portefeuille du beau-père qui triomphe. « Ah, je vous l'avais dit, cette fois c'est moi qui dis pas question, mon ami. Vous l'avez voulu? Débrouillez-vous. Ou alors, rendez-moi ma fille et on n'en parle plus. » Vous remarquerez qu'à cette époque, les femmes étaient à peu près autant considérées qu'une marchandise de troc. La colère de Louis va se reporter sur Mathilde. Ayant convenablement traité sa famille de petits commerçants sans envergure, il lui interdit de la revoir. C'est eux ou moi, choisis. Mathilde va voir son père, et là aussi, tout se retourne contre elle. C'est lui ou nous, choisis. Mathilde choisit son mari, et mal lui en prend. Sa vie devient un enfer, elle espérait que les choses se tasseraient lentement. Elles ne font que s'aggraver. Voilà qu'elle n'a plus le droit de prononcer le nom de son père ou de sa mère. Voilà qu'elle n'a plus le droit de les voir, même le dimanche, à la messe. Et voilà qu'elle tombe malade. Lettre de Mathilde à sa mère. Depuis quelque temps, je me sens mal. J'ai des nausées et d'étranges raideurs dans tout le corps. Le médecin dit qu'il s'agit d'une intoxication. Réponse de la mère à Mathilde. Ton père se demande si Louis n'essaie pas de t'empoisonner. Je ne suis pas tranquille non plus. Mathilde montre la lettre à son mari. Sa belle-sœur en est témoin. Ah, ça ne m'étonne pas. Ça t'apprendra à leur écrire. Mais si je voulais t'empoisonner, je m'arrangerais pour que ça ne se voie pas. Non seulement ils ont l'esprit mal tourné, mais en plus, ils me prennent pour un imbécile. Bien qu'on parle de poison dans la famille de la jeune femme, personne ne se dérange. Mathilde est de plus en plus mal. Les médecins défilent auprès d'elle sans résultat. À cette époque, la précision des diagnostics est une curiosité, et je ne résiste pas au plaisir de vous les soumettre. C'est un rhumatisme musculaire et viscéral. Pas du tout. C'est une infection hystérique. Oh oh oh, je vois là une bonne fièvre typhoïde. Absolument pas. Attaque de cholérine. Dans ces conditions, comment voulez-vous ne pas mourir? Mathilde entreprend douloureusement mais stoïquement de le faire. Au bout d'un mois de souffrance, une nuit de septembre 1877, c'est l'agonie. Louis a refusé l'aide de sa belle-sœur, l'aide d'une voisine. Il est seul auprès de sa jeune femme. Mathilde a 20 ans, lui guère plus. Ils se sont souvent chamaillés, mais ils s'aiment. Ils sont jeunes, et la mort est une terreur inconnue. Voilà le grand reproche que l'on va faire à Louis plus tard. Pourquoi, de 7 heures du soir à l'aube, ce 9 septembre, est-il resté seul au chevet de Mathilde? Pourquoi, sinon, pour être le seul témoin d'une mort suspecte? Mais je suis resté seul avec elle, parce que sa mort, comme notre vie, ne regardait que nous deux. Je l'aimais comme je pouvais, mal peut-être, mais c'est comme ça. Elle avait le droit de mourir dans mes bras. Qui vous croira, Louis d'Anval? Personne. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. C'est le beau-père qui déclenchera toute l'affaire. Il n'a pas bougé d'un pouce pendant la maladie de sa fille.
Il a attendu consciencieusement qu'elle meure. Je dirais même qu'il attendait presque sa mort comme une justification de ses idées, histoire de dire « Je le savais, je l'avais dit, mon gendre est un ignoble individu, elle n'a pas voulu m'écouter, et vous voyez ce qui arrive. » Il dépose plainte d'une belle lettre en poulet venimeuse. Après avoir assisté à l'enterrement après 15 jours de deuil maussade, il accuse, il demande l'exhumation. C'est ainsi que commence l'épouvantable carnaval des experts en toxicologie de 1877. Arsenic. Il y a de l'arsenic. Il y a même 2 milligrammes d'arsenic dans l'organisme de Mathilde. Ils sont 4. 4 grands et éminents professeurs à en débattre avec volupté. Empoisonnement. Mais non, les organes ne sont pas lésés. Alors d'où vient l'arsenic, mon cher? Il y en a autant dans un verre d'eau de la Bourboule. Mais vous n'avez pas étudié le foie, j'ai trouvé du sous-nitrate de bismuth. J'ai examiné le diaphragme, il est intact. Ah, pardon, justement, le corps est parfaitement conservé. Arsenic, c'est évident. Pour tout arranger, Louis, toujours aussi impulsif, saute à la gorge d'un expert au cours d'une confrontation chez le juge d'instruction. Mais vous dites n'importe quoi, n'importe quoi. Elle a avalé des tas de médicaments pendant sa maladie. Les docteurs vous l'ont dit. Je déclare que la mort est due à un empoisonnement lent. Je suis spécialiste. Mais je vais l'étrangler, mais je vais l'étrangler. Il ressort de cette tentative d'étranglement manqué que Louis d'Anval est un homme violent et brutal. D'ailleurs, écoutons le beau-père se présenter à la barre des témoins aux assises, petit, replé, portant monocle et bonne conscience. Il l'a batté, monsieur le président. En un an de mariage, cette pauvre enfant a subi toutes les violences. Si Louis n'était pas coincé entre deux gardes, il étranglerait à nouveau. Une gifle. Je l'ai giflée une fois en tout et pour tout. Elle m'avait poussé à bout. Et oui, une gifle. Ce qu'on peut faire avec une gifle dans un procès pour meurtre est extraordinaire. Dieu sait le nombre de gifles qui ont résonné sur terre, résonnent encore, et dont personne ne parle. Mais si vous êtes accusé d'avoir peut-être empoisonné votre femme, et que quelqu'un y ajoute une gifle, alors là vous êtes perdu. Qui donne une gifle peut en donner 10, 100. Qui donne une gifle peut battre, il peut torturer, il peut tuer. C'est simple, dans ces cas-là, tout devient suspect. La réconciliation, bizarre. Les soins attentifs, curieux. La nuit d'agonie seul à seul, troublant. Le chagrin, trop grand. Et surtout, les 2 milligrammes d'arsenic. On ne sait pas à l'époque que le corps peut en contenir beaucoup plus à l'état naturel et selon les individus. On ne le sait pas, c'est vrai. Mais cherche-t-on vraiment à le savoir? Si l'on fait une statistique des erreurs judiciaires liées à l'arsenic au XIXe siècle, on en doute. Louis d'Anval peut crier son innocence. Il peut démontrer par A plus B qu'il a fait ceci parce que, qu'il a fait tel geste parce que, qu'il a dit ça parce que. Son procès ne lui appartient plus. Une fois pour toutes, il a donné mauvaise impression. Son cas est entendu. Il reste à savoir qui va gagner la grande bataille des experts. Le 7 mai 1878, les 2 milligrammes d'arsenic remportent la victoire. Louis d'Anval a 28 ans. Ce fils de notaire intelligent, beau garçon, diplômé de pharmacie, se retrouve condamné au bagne à perpétuité sans avoir trouvé la faille et le défenseur capable de le sortir de là. Curieuse condamnation d'ailleurs. Coupable d'assassinat, certes, mais avec circonstances atténuantes. Alors là, permettez-moi de m'arrêter un instant. Quelles circonstances atténuantes? De 2 choses l'une, ou d'Anval a empoisonné sa femme, ou il ne l'a pas empoisonnée, mais s'il l'a fait, c'est avec préméditation. Et pour quel mobile selon l'accusation? L'argent, les espérances d'héritage. D'autre part, il est intelligent, cultivé, ni fou ni malade. Alors, que viennent faire là-dedans les circonstances atténuantes? Eh bien, je vais vous le dire. La justice veut punir quelqu'un dont elle n'est pas absolument sûre de la culpabilité. Alors elle frappe, mais pas trop fort, avec le seul moyen à sa disposition, l'hypocrisie. On ne guillotine pas, on envoie au bagne avec les circonstances atténuantes. Pour Louis d'Anval, la vie commence en Nouvelle-Calédonie, au pénitencier de l'île Nou. Il a quitté la France en jurant son innocence et en jurant qu'il le prouverait un jour. Rien de plus difficile pour un forçat. Pendant 10 ans, c'est la chiourme. Pas le temps de penser, pas le temps d'écrire, il faut survivre. Se faire bien voir et bien noter pour en sortir.
Pour un être comme Danval, cela veut dire ravaler son orgueil, sa rage, son impuissance, son envie perpétuelle d'étrangler les imbéciles. Mais s'il est violent, il est encore plus obstiné. À 40 ans, il obtient une concession de forçat. C'est la semi-liberté, une petite maison à soi, des terres à cultiver. Danval prend femme à la colonie. Il vit comme on vit sur cette terre, avec ses mains, ses muscles, au rythme des récoltes et des enfants qui naissent. Il fait partie de cette France d'au-delà des mers, au printemps éternel, mais dont on ne s'évade pas. Les Français qui y vivent à cette époque ne sont pas comme tout le monde. Ils sont à peu près 56 000, condamnés politiques, forçats, aventuriers, esclaves, fonctionnaires, hommes de troupe. La semi-liberté offerte à un condamné comme Louis d'Anval est tout juste une demi-mesure de clémence. La véritable raison, c'est la colonisation, l'exploitation des terres. Ainsi, les nouveaux paysans d'Océanie sont des hommes qui gardent rancune à la France et à ses institutions pour des raisons tout à fait différentes. Pour les uns, c'est la politique, pour les autres, la justice. Et tout ce petit monde travaille à l'exploitation. Canne à sucre, tabac, café, vanille, cuivre, argent et même l'or. Les quelques privilégiés qui ont regagné la France racontent des histoires vraies d'anthropophage. Louis d'Anval travaille. Il travaille le soir à la chandelle à un long mémoire. Des centaines de pages sur la toxicologie qu'il enrichit au fur et à mesure des connaissances nouvelles. Pendant 20 ans, il décortique son innocence sur le papier avec obstination. Ses enfants grandissent, il vieillit, aucun espoir logique d'en sortir un jour, mais il écrit sans relâche. Et puis arrive l'année 1902 et avec le bateau de Nouméa, la chance débarque. Il s'appelle Jacques Dur, il est journaliste. Il vient pour rassembler la matière d'une série d'articles sur le bagne. Danval s'accroche à lui, il raconte, il explique, et il arrive à convaincre. C'est la première fois. Le journaliste repart pour Paris avec, dans ses bagages, l'énorme liasse de documents et la conviction intime que Danval est innocent. La série d'articles qu'il publie sur sa vie provoque un énorme remue-ménage dans les milieux officiels. C'est qu'il y ait démontré, nouvelle expérience et citation à l'appui, que 2 mg d'arsenic, c'est ridicule. N'importe quel corps humain pouvant les recéler sans qu'il soit question d'empoisonnement. Le président de la République, M. Émile Loubet, veut en avoir le cœur net. Il se fait apporter le dossier Louis d'Anval, se rend compte de l'incertitude de l'accusation et accorde sa grâce. Le 10 août 1902, Danval, libéré, débarque à Marseille avec sa petite famille. Le 11, il est à Paris. Fini? Non. À 60 ans, il veut sa révision. En mars 1906, sa demande est rejetée. Il continue. En 1910, la Cour suprême refuse à nouveau. Échec? Non. En 1918, l'illustre professeur d'Arsenal fait une communication à la Société de médecine légale. Il y démontre que le corps humain peut contenir jusqu'à 3 mg d'arsenic sans inconvénient. La science s'incline. Et Danval reprend du poil de la bête. Nouvelle demande de révision. Le dossier est transmis au garde des Sceaux avec avis favorable. Cette fois, la Cour suprême commet 5 experts, les plus grands. Il leur faudra 5 ans pour être d'accord. Mais cette fois-ci, Danval a gagné. Le 23 décembre 1923, l'arrêt du 11 mai 1878 est annulé. L'innocence de Louis d'Anval est proclamée, en tout petit dans les journaux officiels. Il est réhabilité, plus 20 000 francs et une pension de 12 000 francs par an. Dans son petit pavillon de Malakoff, un vieux monsieur de 80 ans a reçu des mains du facteur un papier bleu intitulé « Notification de l'arrêt du jugement rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation ». Attendu que, et subséquemment, le ci-dessus nommé Louis d'Anval, en conséquence de quoi, déclaré innocent des faits à lui reprocher. Innocent. Le vieux monsieur de 80 ans est innocent. Il était coupable à 20 ans. Et il ne l'est plus. Voilà. C'est écrit sur un papier bleu. Et après? Après. Le vieux monsieur s'est mis à rire, à gesticuler. Il s'est mis à baver, à crier, à trembler. « Il a fallu le transporter à Sainte-Anne.
il a fallu l'attacher, l'enfermer. Il est mort fou, le 3 janvier 1925. Des amis ont fait inscrire sur sa tombe: il paya d'un demi-siècle de bagne une lacune de la science médicale. Qui donc se bat ces temps-ci avec le même acharnement? Qui donc a passé le reste de sa vie à décortiquer son innocence, à se battre avec les experts? Vous avez trouvé. Mais entendons-nous bien. Se battre n'est pas suffisant. Encore, faut-il attendre le petit papier bleu? Seuls les petits papiers bleus disent la vérité, dit-on. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Pour l'ampleur de ses conséquences, le dossier de police que Jacques-Antoine ouvre aujourd'hui est sans doute le plus extraordinaire que nous ayons connu depuis le début de cette émission. L'affaire commence en février 1963. Nasser est au pouvoir en Égypte, Ben Gourion en Israël. Quant à Fribourg en Breisgau, en Allemagne, une jeune fille très petite et très fragile rentre chez elle. Elle s'appelle Heidi Georg. Elle vient de terminer sa journée de jeune avocate, elle va être l'héroïne de ce dossier extraordinaire. À peine a-t-elle tourné la clé dans la serrure que la sonnerie du téléphone retentit. Elle tressaille, ouvre la porte nerveusement, trébuche sur son sac à main qu'elle a laissé tomber, le ramasse et court vers l'appareil téléphonique dont elle saisit le combiné. « Allô? Fraulein Heidi Georg ?» Cette voix au bout du fil, elle la reconnaît pour l'avoir déjà entendue au moins une fois. Mais où? Qui est-ce? Heidi se laisse tomber dans un fauteuil, l'appareil à la main, ne dit rien, mais écoute. Si le bien de votre père vous tient à cœur, trouvez-vous le samedi 2 mars à 16h dans le hall de l'hôtel des Trois Rois à Bâle. Heidi est devenue très pâle. Elle est glacée de peur. « Allô? Allô ?» fait la voix. Heidi voudrait raccrocher ce téléphone qui lui brûle les doigts, étouffer cette voix terrifiante qui répète « Allô? Allô? Vous m'entendez ?» Car le père d'Heidi, c'est Paul Jens Georg, 56 ans. Un électronicien sorti d'un institut de recherche physique, spécialiste allemand de la fusée, qui travaille actuellement en Égypte à la mise au point d'un engin militaire. Il y a 8 ans, travaillé en France à la construction de la fusée Véronique. Bref, pour résumer, disons que le papa d'Heidi est l'un de ces éternels enfants à qui on a eu l'imprudence de confier des laboratoires,
pour qu'il puisse s'amuser à fabriquer des lance-pierres monstrueusement perfectionnées. Mais Heidi aime beaucoup son papa. La voix au bout du fil s'énerve. « Allô, vous êtes là? Si vous êtes là, répondez !»« Je suis là, dit Heidi. »« Viendrez-vous » demande la voix. « Je viendrai, » répond Heidi. À l'autre bout du fil, il y a un déclic, puis la tonalité du téléphone. La voix mystérieuse a raccroché. Heidi, atterrée, affolée et perdue, reste un long moment écrasée au creux de son fauteuil. Notre avocate n'est elle-même qu'une petite fille, bien petite et bien fragile. Que faire? Eh oui, je vous le demande un peu. Que peut-elle faire? Car elle sait les dangers qui menacent les savants allemands qui travaillent en Égypte. C'est alors qu'elle va prendre une décision dont les conséquences vont être incalculables. Dans son affolement, elle va avoir un geste qui lui sera reproché longtemps, car il va mobiliser brusquement tous les services secrets, tous les espions d'un bout à l'autre de la planète. Ce geste, c'est de décrocher le téléphone pour appeler la police. Mais entendons-nous bien, pour appeler la petite police de tous les jours, pas une police secrète, non, la petite police allemande. Elle croit naïvement appeler au secours les gendarmes comme on appelle les pompiers. C'est du moins ce qu'elle prétendra, car, vous allez le voir, chers amis, tout va devenir rapidement si monstrueusement compliqué que tout ce qui est vrai va devenir à moitié faux, et tout ce qui est faux, à moitié vrai. Le samedi 2 mars, comme Heidi l'a promis, elle arrive à l'heure prévue, en taxi, devant l'hôtel des Trois Rois à Bâle, en Suisse. Un deuxième taxi qui les suivait s'arrête de l'autre côté de la place. Heidi et son frère Rainer, 19 ans, sortent du taxi et entrent dans l'hôtel par la porte tournante. Ils vont s'asseoir dans 2 fauteuils face à une table basse et attendent. C'est tout juste s'ils osent regarder autour d'eux, car ils sont devenus, peut-être sans pouvoir l'éviter, les acteurs d'un mélodramatique roman d'espionnage. En effet, la police suisse, avertie par la police allemande, les a prévenus qu'elle a dissimulé des micros sous toutes les tables. Heidi cherche à se rassurer, mais ses mains sont moites. À travers les vitres de la porte tournante, elle peut deviner la silhouette de sa tante, la sœur de son père en manteau de fourrure, qui, morte d'inquiétude, encadrée de 2 détectives, attend dans le taxi stationné de l'autre côté de la place. Comment, dans le va-et-vient des clients, reconnaître la présence qui se veut amie et protectrice des policiers? Et si la police n'était pas au rendez-vous? De son côté, Rainer essaie de rassurer sa sœur. Rien de grave ne peut arriver ici, tout de suite, en public, et leur père, qui est loin, ne risque rien dans l'immédiat. Il suffira de discuter. En réalité, il ne risque rien. En effet, un nombre inusité de clients des policiers en civil se trouvent réunis dans ce palace, lisant le journal, jouant entre eux les hommes d'affaires ou regardant les flots gris du Rhin qui roulent sous les fenêtres. Et justement, ce que l'on reprochera à Heidi plus tard, c'est d'avoir organisé un guet-apens digne d'un mauvais roman d'espionnage. 16 heures, un homme, grand, large, coiffé d'un chapeau tyrolien à plumes, les yeux masqués par des lunettes noires, traverse le hall. Plus tard, Heidi devait confier que, si son seul sentiment n'avait été la peur, elle aurait ri de voir ce grand garçon déguisé de façon aussi conventionnelle en agent secret. Mais la caricature de l'agent secret s'incline devant eux et prend place dans un fauteuil. Je me présente. Otto Franz Jöcklich, autrichien, spécialiste des recherches anticancéreuses. L'ami qui veut vous rencontrer ne va pas tarder à nous rejoindre. Il vous expliquera mieux que moi ce que nous attendons de vous. De près, Heidi remarque un nez à l'arête aiguë qui coupe une face large et pâle. La quarantaine est sûre de lui, mais pas aussi terrifiant qu'elle l'imaginait, et même très courtois. Bientôt, entrée du deuxième personnage, épaules larges et nuque épaisse comme Jöcklich, mais d'aspect plus discret malgré ses longues moustaches blondes et ses lunettes. Ben Gall, fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale d'Israël. Je suis chargé d'une mission spéciale en Europe, celle de contacter les savants allemands qui travaillent en Égypte et de les ramener à de meilleurs sentiments. Mademoiselle Görge,
Je vous ai fait venir pour vous persuader de convaincre votre père d'abandonner son travail pour Nasser. Ben Gal s'exprime avec lenteur et difficulté. Ce n'est pas à moi de décider pour mon père, répond Heidi. Jocklick, qui a l'élocution plus aisée que son compagnon, revient à la charge. Le sort de votre père est entre vos mains, mademoiselle. Vous devez obtenir de lui qu'il renonce à travailler pour l'Égypte. Persister serait une grande imprudence de sa part. Vous savez que certains de ses collègues ont été victimes d'accidents divers. L'un d'eux fut même mortel. Heidi le sait. Un instant, elle s'était sentie mieux, mais son angoisse peu à peu la reprend. Elle balbutie de temps en temps des objections, mettant tout son espoir dans les témoins muets qu'elle espère là, sous la table, et parmi les messieurs qui déambulent dans le hall. « Mademoiselle Gerg, dit Ben Gal, je ne suis pas de ces Juifs qui désirent une vengeance contre les Allemands. Simplement, j'aime mon pays, et je ne peux pas admettre qu'un autre pays prépare une guerre pour exterminer Israël. Nous sommes, ajoute Jocklick, prêts à vous payer le voyage d'avion que vous devez faire pour ramener votre père en Allemagne. Ah, il faut être solide pour faire face à une telle situation. Heidi ne l'est pas. Ce supplice va-t-il prendre fin? Son frère, la voyant s'effondrer, se penche vers elle pour la soutenir. « Nous vous laissons réfléchir, mademoiselle Gerge, » dit Ben Gal en se levant. « Mais ne tardez pas, » ajoute Jocklick. Il est 17 heures. Heidi voit s'éloigner avec soulagement les épaules larges et les nuques épaisses des deux personnages. Et comme le hall se dépeuple rapidement, Heidi comprend que les policiers étaient là. Rainer la soutient par le bras lorsqu'ils sortent à leur tour et s'engouffre dans le taxi où les accueille avec soulagement la tante en manteau de fourrure. Mais tandis que la voiture file vers l'aéroport où Heidi prendra aussitôt l'avion pour le Caire, car elle ne se sent plus en sécurité en Allemagne, se joue l'incroyable deuxième acte de ce dossier extraordinaire. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc, tandis que Heidi Gerge se rend à l'aéroport, Ben Gal et Jocklick, ces deux interlocuteurs déguisés en agents secrets, surveillés de loin par la police, se rendent à pied à la gare de Bâle et montent dans le rapide 591 qui part à 19h pour Zurich. Lorsqu'à 19h26, le train entre en gare de Zurich, une douzaine de policiers en civil sont là qui reprennent la filature. À pied, les deux hommes traversent la ville et gagnent le Congress House, un immense restaurant-casino au bord du lac. Ce soir-là, au Congress House, il y a une grande fête costumée, le bal des artistes. 2000 personnes travesties, masquées, s'écrasant déjà dans les salles immenses. Les policiers s'inquiètent. Ils craignent de voir ceux qu'ils suivent disparaître à la faveur du bal ou bien nouer des contacts sans qu'ils puissent identifier leurs interlocuteurs. Mais les deux agents s'installent simplement au bar et ressortent 1 heure plus tard pour se séparer devant le bâtiment. Ben Gal suit le bord du lac, et lorsqu'il arrive à la hauteur du Central Building, un bâtiment exactement à côté du consulat d'Israël, il se sent saisi aux épaules. « Suivez-nous », disent les policiers. Un moment plus tard, Jocklick est arrêté lui aussi par une autre équipe de policiers dans le centre de la ville. Heidi est arrivée au Caire. Elle a retrouvé son père et se repose de ses émotions. Elle croit ne plus jamais entendre parler de l'affaire, car un blackout total couvre la double arrestation. 16 jours s'écoulent avant que Heidi l'apprenne par la presse. Si le secret a été gardé 2 semaines, c'est que le Conseil fédéral suisse a beaucoup hésité quant à l'attitude à prendre et consulté les plus hautes instances. On envisage une expulsion discrète des 2 agents, mais il se peut que des pressions diplomatiques soient exercées pour que cette solution ne soit pas adoptée. Quant au gouvernement israélien, il se refuse au moindre commentaire sur l'arrestation des 2 agents par la police suisse. À partir de là, chers amis, nous allons suivre l'extraordinaire progression des événements de plus en plus dramatiques et importants dont l'issue va sans doute vous surprendre. Mais ce que je vous demande, c'est de ne pas oublier Heidi. Heidi, une gamine ou presque,
qui a déclenché ces événements en appelant les gendarmes au secours. Heidi, réfugiée dans son hôtel du Caire, qui voudrait bien oublier toute cette affaire. Heidi, dont certains journaux disent qu'en prévenant la police, pour se rendre ensuite au rendez-vous, elle a bel et bien organisé un guet-apens dans le but de faire arrêter les deux agents. Dans l'esprit de ces journaux, il ne s'agit donc pas d'un geste de défense, mais bel et bien d'une attitude délibérément offensive envers Israël. Le 19 mars, le gouvernement israélien déclare qu'à sa connaissance, les savants allemands qui travaillent pour l'Égypte ne construisent pas seulement des fusées, mais aussi des armes chimiques et bactériologiques interdites par les conventions internationales. C'est alors qu'on apprend la disparition du directeur à Stuttgart de l'Institut de recherche pour la propulsion à réaction, le docteur Heinz Krug, qui avait accompli de nombreux voyages en Égypte durant l'hiver, le printemps et l'été précédents. Enquête faite, les autorités israéliennes font savoir que le professeur Otto Franz Jocklick, spécialiste en radiologie et titulaire de plusieurs titres et distinctions universitaires que Heidi a fait arrêter, aurait été autrefois au service de l'Égypte. Il aurait été responsable des achats en Europe et du recrutement d'autres experts pour le gouvernement du Caire. Jocklick aurait pris contact avec des offices israéliens en Allemagne occidentale et aurait déclaré qu'il avait décidé de cesser toute collaboration avec les Égyptiens pour des motifs de moralité. Il se serait déclaré prêt à dissuader d'autres spécialistes allemands. Le rendez-vous qu'il avait pris à l'hôtel des Trois Rois à Bâle avec Heidi avait lieu dans ce but. Un point, c'est tout. Mais on apprend que les laboratoires du professeur Pils, en Égypte, ont reçu un paquet piégé en provenance de Hambourg, dont l'explosion a défiguré la secrétaire du professeur qui est devenue aveugle à la suite de ses blessures. Un journal israélien écrit « La Suisse est-elle intéressée à un succès de la collaboration égypto-allemande dans le domaine de la production d'armes non conventionnelles ?» D'ailleurs, Israël durcit sa position et ne cache pas que si Ben Gall était traduit devant un tribunal, on pourrait révéler en détail les transactions des compagnies helvétiques avec l'Égypte qui cadrent mal avec la neutralité de la Suisse. Le 20 mars, le parquet de Bâle s'explique sur l'arrestation des deux hommes qu'a rencontrés Heidi. D'une part, la police a voulu simplement empêcher qu'il arrive quelque chose à Heidi et à son frère. D'autre part, Jocklick est interdit de séjour en Suisse car il aurait déjà tenté d'abattre un collaborateur du père d'Heidi. L'audition des enregistrements de la conversation des Trois Rois établira si l'attitude des deux prévenus peut être qualifiée d'attentat à la liberté individuelle et d'activité illégale au service d'une nation étrangère. Là-dessus, un beau matin, Heidi reçoit un choc. Elle voit son nom en caractères de 3 cm de haut dans la manchette de certains journaux qui l'accusent d'être au service de l'Égypte et d'avoir elle-même pris contact avec Jocklick pour organiser la rencontre aux Trois Rois, sachant à l'avance qu'il tiendrait des propos permettant son arrestation. Bref, cela s'appelle de la provocation. Le parquet de Bâle rejette cette déclaration comme totalement inexacte et déclare qu'il n'a agi ni par sympathie ni par antipathie envers les deux États ennemis, mais pour assurer le respect de la loi. C'est alors que l'ingénieur Kleinwetscher, spécialiste des fusées lui aussi, en rentrant de son usine, qui fournit du matériel aux Égyptiens, est arrêté par une automobile placée en travers de la route et proprement mitraillé. Kleinwetscher s'en tire sans dommage, mais la poursuite de ces 3 agresseurs échoue et 2 d'entre eux se réfugient en Suisse. Le 23 mars, le ministre égyptien de l'Orientation nationale affirme que les 30 savants allemands en Égypte ne travaillent pas à la bombe atomique, mais à la recherche chimique et physique. La santé d'Heidi, qui n'était déjà pas si brillante, car je vous l'ai dit, c'est une jeune personne fragile, sa santé donc semble brusquement s'altérer. 10 mars, la presse israélienne attaque l'Allemagne de l'Ouest. 27 mars, le Conseil de la Ligue arabe condamne la campagne d'Israël contre les savants allemands. 28 mars, le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest déclare qu'il ne possède aucun indice prouvant que des Allemands travaillent en Égypte à la fabrication d'armes interdites. Mais il incite ses ressortissants à l'étranger à rentrer en Allemagne si leurs activités contribuent à accroître les tensions politiques et condamne les Allemands qui travaillent dans les pays en guerre à la fabrication d'armements. Heidi, qui souffre de l'estomac, entre à l'hôpital. Israël trouve la déclaration de l'Allemagne de l'Ouest décevante. C'est une échappatoire, puisqu'en fait l'Allemagne ne fait rien. 2 avril.
Les savants allemands en Allemagne affirment qu'ils ne travaillent pas sur des armes interdites. À l'hôpital, les médecins déclarent qu'il faut opérer Heidi. Un certain Yakov est parvenu à organiser pour Israël la meilleure police secrète du monde. Lorsqu'il a fait arrêter Eichmann, Ben Gourion l'a embrassé avec effusion. Mais aujourd'hui, avec les agissements de la police secrète de Yakov en Suisse et en Allemagne, rien ne va plus. Et Ben Gourion, qui s'efforce depuis des années d'arriver à une réconciliation avec l'Allemagne, ne veut pas, dans son pays, d'une explosion hystérique anti-allemande. Il demande d'arrêter immédiatement la campagne contre l'Allemagne. Yakov donne sa démission. Malgré l'avis de Golda Meir, il est sacrifié à la raison d'État. 6 avril, l'Allemagne de l'Ouest envisage d'interdire aux Allemands de travailler en Égypte. 8 avril, nous approchons de la fin de cette fantastique affaire. Les savants allemands travaillant en Égypte déclarent qu'ils pourraient renoncer à leur nationalité si on le leur interdisait. 14 avril. Ah, mais non, s'exclament les Américains. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous préférons voir en Égypte des savants allemands plutôt que des techniciens communistes. Cette fois, on en arrive au comble du comble, de l'absurde, de l'horreur, de la démesure, parce que la pauvre Heidi a, à tort ou à raison, dans un moment de panique, appelé les gendarmes à son secours. L'Amérique et la Russie se foudroient du regard. Heidi, à ce moment-là, entre dans la salle d'opération de l'hôpital. Et lorsqu'elle sort de cet hôpital après une grave opération de l'estomac, elle se trouve placée devant un difficile cas de conscience. Le procès de Ben-Gall et Joklik doit avoir lieu à Berne le 10 juin. Heidi est évidemment priée de s'y présenter comme témoin essentiel de l'accusation. D'une part, elle voudrait ne plus jamais entendre parler de cette affaire démente et pourrait en effet s'y dérober étant donné la grave intervention chirurgicale qu'elle vient de subir. D'autre part, ayant été le point de départ d'un conflit diplomatique tellement important et inattendu, il lui paraît qu'elle doit se montrer à la hauteur des circonstances. Enfin, elle souhaite certainement prouver, si c'est possible, que le rendez-vous des 3 rois à Bâle n'était pas un guet-apens et encore moins une provocation de sa part. Aussi, le 10 juin, découvre-t-elle dans la salle du tribunal la caricature de l'agent secret, devenu un accusé discret, presque effacé, et Ben-Gall, le chargé de mission spéciale avec ses petites moustaches blondes et ses lunettes, qui la toise avec un petit sourire. Inutile de dire que les juges helvétiques ont beaucoup de mal à démêler cet embrouillamini policier. Aussi préfère-t-il, en 2 coups de cuillère à peau, abandonner le chef d'accusation le plus grave, celui d'activité illicite au bénéfice d'un État étranger. Il ne reste plus dès lors contre les accusés que des charges mineures, dont ils cherchent à se blanchir, et la formidable affaire devient un petit procès de rien du tout, une petite affaire de quartier, un chien écrasé. Heidi est menacée de ridicule. Nous n'avons exercé de contrainte sur personne, déclare Joklik. Pas plus sur mademoiselle que sur les femmes des savants atomistes résidant en Égypte. Nous avons simplement mis ces dames en garde contre les dangers que pouvaient encourir leurs pères et leurs époux. Dangers que l'on ne peut pas nier, puisqu'il y a déjà eu des victimes. Dans le cas de mademoiselle Heidi Gerg, nous avons même été particulièrement aimables, puisque nous lui avons offert de lui payer le billet d'avion qu'elle devait prendre pour aller chercher son père en Égypte. Si toutefois son père avait accepté de revenir, bien entendu, ajoute aimablement Ben-Gall. Lorsqu'Heidi s'avance à la barre, elle paraît encore plus petite, plus pâle et plus tremblante. « C'est faux, dit-elle. Ces hommes ont menacé mon père. » Tout le monde dans le prétoire se tait pour l'entendre parler d'une voix douce et ferme. Si certains des propos qu'ils ont tenus peuvent prêter à confusion, si avec beaucoup de mauvaise foi on peut leur attribuer un autre sens, j'affirme que le ton qu'ils employaient, lui, ne laissait aucun doute quant à leur caractère menaçant. Malgré les dénégations des accusés et les interventions de l'avocat, Heidi maintient tous les termes de sa déposition. Alors, devant Heidi sidérée, le défenseur des accusés évoque l'état de santé délicat de la jeune fille, sa nervosité maladive, qui ont pu concourir, je cite, à égarer son esprit, jusqu'à faire naître une légende qui ressemble en tout point à un roman d'aventure. Quand on relit les comptes rendus de l'affaire si longtemps après, on ne peut s'empêcher de sourire. Allons, quoi? S'il s'agissait d'une légende, d'une histoire de petite fille romantique,
Alors pourquoi M. Ben Gourion et le colonel Nasser? Pourquoi le président de l'Allemagne de l'Ouest et le Conseil fédéral helvétique? Pourquoi le gouvernement américain et le gouvernement russe et la Ligue arabe, et j'en passe et des meilleurs, s'en sont-ils mêlés? En tout cas, savez-vous comment se termine ce formidable dossier de police? Eh bien, Heidi, Ben Gall et Je Clique vont redescendre ensemble les escaliers du palais de justice de Berne, car les deux prévenus n'ont été condamnés qu'à 2 mois de prison, amplement couverts bien sûr par la prévention. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.